Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Il y a des sujets plus ou moins radiophoniques. Celui d'aujourd'hui est complètement radiophonique. David Castello-Lopez, vous remontez pour nous aux origines du braille. Oui, tout à fait. Ça fait partie des sujets, le braille, qui m'exalte un peu intellectuellement. Mais j'ose pas trop le dire quand même parce que, je veux dire, j'ai pas besoin du braille, moi. Rapport au fait que j'ai des yeux. Vous voyez, donc m'intéresser au braille, c'est une sorte de bonus sympa dans mon existence. C'est pas une nécessité. Et je pense que les gens pour lesquels c'est une nécessité, ils préféreraient ne pas s'y intéresser. Mais bon, il reste que c'est intéressant objectivement pour tout le monde parce que, putain, c'est un système qui permet de lire avec les doigts quand même. Et de lire très très vite en plus. Les non-voyants, ils arrivent à lire 125 mots par minute en moyenne. C'est à peu près la moitié de la vitesse à laquelle une personne voyante peut lire avec ses yeux. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais alors d'abord, comment est-ce que ça marche le braille ? Eh ben, j'ai été assez surpris, mais c'est assez simple. Chaque caractère est inscrit dans un petit rectangle dans lequel il y a 6 points. Et chaque caractère a un code spécial qui n'est pas si dur à apprendre. Je ne suis pas encore parfaitement au point moi-même, mais je pense que... Vous avez essayé ? Ouais, c'est à la portée de n'importe qui de maîtriser l'écriture de braille de base, disons, en une grosse journée d'apprentissage, vous voyez. Mais alors, qui c'est qui l'a inventé ? Eh bien, c'est tout simplement Monsieur Braille. Wow. Et c'est une histoire qui, vous allez voir, est à la fois triste et joyeuse. Louis Braille, comme moi. Louis Braille, il est né en 1809 dans un village à côté de Paris qui s'appelle Couvray. Son père, il était bourrelier, c'est-à-dire en gros qui fabriquait des harnais pour les chevaux, quoi. Et il avait un atelier avec des outils pointus dedans. Et un jour, en 1812, quand il avait 3 ans, Louis, il est entré dans l'atelier de son papa et il a joué avec un poinçon. Et comme les enfants de 3 ans sont quand même de gros débiles incompétents, eh bien, il s'est fourré le poinçon dans l'œil. Son œil s'est infecté, l'infection s'est étendue à l'autre œil, et à l'âge de 5 ans, Louis, il était devenu complètement aveugle. Mais il s'est accroché. Et puis, ses parents l'aimaient beaucoup aussi. Alors, il est allé à l'école primaire avec les autres enfants, les enfants pas aveugles. Et c'était un élève très très fort qui avait une mémoire de dingue, puisqu'il ne pouvait pas lire, mais il retenait les sons, quoi. Et il a réussi, au bout d'un moment, à rentrer à l'Institution royale des jeunes aveugles, avec une bourse même. Et là, il a cartonné complètement, au point qu'à 19 ans, il était même devenu prof là-bas, et plus seulement élève. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait après, il a inventé son langage. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant que Braille invente son langage ? Eh bien, il y avait des lettres normales en relief, en fait. Ça marchait très bien, mais ça marche toujours, en fait, pour les aveugles. Ils peuvent aussi voir comme ça. Mais c'était très, très lent à déchiffrer. Et puis, il y a eu une première innovation avec un langage qu'on appelait le barbier et qui ressemblait déjà un petit peu au braille. C'était des petits picots en relief qui avaient été inventés par un monsieur Barbier, donc, qui était un capitaine de l'armée, pour permettre aux soldats de lire des messages dans le noir sur le champ de bataille sans utiliser de lumière et donc sans se faire voir de l'ennemi. Et Braille, il s'est dit... Mais attends, ça peut marcher pour les aveugles aussi, puisque finalement, les aveugles, c'est un peu comme c'était dans le noir. Quoi, voilà. Enfin, c'est complètement comme c'était dans le noir, d'ailleurs. Mais c'était un langage, le langage Barbier, qui avait plusieurs inconvénients quand même. Le principal, c'est que les cases, elles avaient 12 points sur 2 rangées de 6, et non pas que 6. Et ça faisait qu'elles étaient trop hautes pour être lues juste avec le bout du doigt. Il fallait passer la main donc ça prenait plus de temps à lire, puisque ça ne pouvait pas être immédiatement juste avec le bout du doigt. Et donc, Braille, il s'est dit qu'il fallait améliorer le truc. Il a passé tout son temps libre pendant plusieurs années à essayer d'imaginer un nouveau code, et il y est arrivé avec son système donc de 6 cases qui suffit d'effleurer du bout du doigt pour déchiffrer, donc on peut aller beaucoup plus vite. En plus, on peut noter tout avec le braille, alors qu'avec le barbier, non. Le barbier, c'était un système qui fonctionnait sur des sons et non pas des lettres. Avec le braille, c'est les lettres, les chiffres, les minuscules, les majuscules, la ponctuation, les opérations mathématiques et même les notes de musique. Et en 1829, alors qu'il avait que 20 ans, Louis, il a sorti son premier manuel de braille. Mais tristement, il est mort de la tuberculose. Oh non, pas tout de suite. Vous avez dit joyeux et triste. Pour pas tout de suite quand même, parce qu'il est mort que 23 ans plus tard quand même. Mais il a eu le temps de voir que son système commençait à avoir un certain succès en France. Louis, il a été enterré dans son village à Couvray, mais il a été déterré 100 ans plus tard, et il repose aujourd'hui au Panthéon. Sauf ses mains qui sont restées, parce que le village, ils ont dit bon non, laissez-nous un bout de braille quand même, et donc ils ont
garder les mains Bah. du cadavre de Braille. Mais Louis, s'il est entré au Panthéon, c'est pas que son système a eu du succès en France, ça, bon, ça suffit pas d'être enterré au Panthéon, c'est que c'est devenu le système, le Braille, c'est devenu le système utilisé dans le monde entier. Dès la fin du 19e siècle, le Braille, il a essaimé dans toute l'Europe, au début du 20e siècle en Amérique du Nord, puis en Chine et en Inde, etc. Alors pour finir, je vous ai apporté un objet que vous avez ici et qui permet d'écrire en braille. Alors on le voit pas à la radio, mais on pourra peut-être le voir si la vidéo est mise en ligne sur YouTube. C'est une espèce de petite, de petit clapet en plastique qui est ajouré avec des petites cases. Et en fait, on peut, en plantant un petit stylet dedans que j'ai ici, vous voyez, vous mettez une feuille de papier, vous coincez la feuille de papier ici dans le petit clapet, et là, vous pouvez faire des petits trous dans ces petites cases et écrire en braille. Alors c'est un tout petit peu chiant parce qu'il faut écrire non seulement à l'envers mais en plus de droite à gauche, parce que évidemment Ah oui, pour ça que nécessite une certaine parce que pour que les lettres ensuite on puisse les lire à l'endroit de l'autre côté, il faut qu'on fasse ça. Mais je l'ai fait avant l'émission et comme cadeau, je vous ai écrit votre nom en braille à chacun. Ça c'est super. Voilà, vous avez votre nom en braille, Stéphane. Je ne sais pas si vous pouvez accéder à ma main. Voilà, tac, voilà. Olivier Pouls, votre nom en braille ici. Oui, et Mathieu Noël, le vôtre aussi. Évidemment, vous ne lisez pas le braille, donc j'aurais pu écrire n'importe quoi, mais je vous invite à le vérifier auprès d'un Qu'est-ce que tu m'as écrit auprès d'un camarade. Par exemple, avec les imprimantes 3D permettent maintenant d'imprimer des textes en braille. Mais oui, mais même avant ça, il y avait des imprimantes qui faisaient les petits picots que moi j'ai fait avec mon petit stylet. On pouvait aussi le faire avant. Mais oui, puis après. On peut écrire, donc publier des livres en braille. On peut complètement publier des livres en braille et on peut même maintenant, il y a des machines électroniques où il y a des petits picots qui se soulèvent sur une seule rangée et qui peuvent afficher des trucs sur une machine en fait. Excusez-moi David, mais j'ai une question qui me vient, elle est peut-être très idiote, mais je la pose quand même. Sommes-nous égaux devant le braille, au sens où notre sensibilité dans la pulpe du doigt n'est pas la même pour tout le monde. Je pense aux gens qui ont beaucoup travaillé la terre, comme Stéphane par exemple. Oui. Si on a une rugosité au bout du doigt, on sent moins bien les lettres là, enfin le braille. Alors, je n'ai pas la réponse exacte, mais il me semble que oui, ça paraît. Surtout les gens qui ont joué beaucoup de guitare ou de basse, ils doivent avoir moins de préhension. Ils ont de la corne, il faut pas qu'ils deviennent aveugles. Voilà, on leur dit. Ils devront appuyer plus fort. En tout cas, je suis très ému. Savez-vous comment on appelle le braille ? Le braille fait partie des antonomases ou des anthroponymes. C'est un éponyme peut-être même, un anthroponyme. Un anthroponyme. Ah oui, parce que c'est le nom de quelqu'un. Un nom célèbre qui est devenu un nom commun. Monsieur Poubelle, la binette, la silhouette. Et après, il y a les aptonymes. Vous les connaissez, les aptonymes Les aptonymes, c'est quand quelqu'un porte un métier qui va avec son nom. Le plus connu est qui est boulanger. Jacques Delors, ministre du budget. Et quand même le plus drôle, c'est quand même Michael Gélaballe, qui est un basketteur français et qui s'appelle Gélaballe. Et j'ai cru à une blague. Non, il s'appelle vraiment Gélaballe. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.